Bonjour à tous. Je vais m'intéresser à la médicalisation de l'obésité, c'est-à-dire une transformation d'un statut ou à la montée en charge de la grille de lecture, des grilles de lecture, parce qu'il faut les mettre au pluriel, de la médecine pour à la fois expliquer les causes de l'obésité et envisager des voies thérapeutiques et des voies de prévention. On peut dire que cette question de l'obésité, sous le regard de la médecine, est quelque chose qui s'inscrit dans la longue durée. On trouve chez les Grecs, les médecins grecs, des discours sur l'obésité. Chez Galien, chez Hippocrate. On a l'idée déjà que l'activité physique est un levier fort. L'idée aussi que peut-être des purges, des manières d'intervenir sur, pas tellement l'alimentation encore, parce que c'est une vision plus large, mais de façon un peu ponctuelle, à travers une sorte de purification de l'organisme. Mais l'obésité, si on trouve un discours sur l'obésité à différents moments de l'histoire de la pensée, ce qui va dominer quand même, on va dire jusqu'au XIXe siècle, c'est une vision morale de l'obésité, c'est-à-dire un regard en termes de déviance, en termes de comportement non adapté et pour aller vite, on pourrait dire que va être porté sur les personnes grosses un regard négatif, moral, en termes de « ils mangent plus que leur part ». Cette grille de lecture, il faut bien la comprendre. En fin de compte, elle va toucher des gens qui vont être considérés comme trop gros. Mais c'est bien cette frontière entre le comme il faut et le trop gros qui va se déplacer à l'échelle de l'histoire. Et elle va s'abaisser, faisant passer dans la déviance, eh bien, un nombre de plus en plus important, et surtout des poids qui étaient auparavant, qui ont pu être auparavant, considérés comme acceptables, voire désirables. Et le point de bascule, il est très intéressant à analyser, on pourrait dire sous la plume de Brillat-Savarin. Vous savez, Brillat-Savarin, dans la physiologie du goût, on est en 1824, consacre un chapitre sur l'obésité. Alors, je vous invite à aller le relire. Et il fait deux remarques qui vont nous intéresser. La première, c'est qu'il dit, si j'étais médecin, un médecin avec des diplômes, eh bien, voilà, je ferais mon territoire et je ferais de l'obésité mon objet de travail. Et nous dit-il, dans ce cas-là, je rencontrerai au quotidien la moitié la plus intéressante de l'humanité, la plus charmante de l'humanité. C'est-à-dire que même ici, la question de l'embonpoint, du trop gros et de la façon dont les médecins vont le regarder, ça peut être vu esthétiquement comme quelque chose qui est positif, et pas seulement dans l'esthétique du corps, mais dans l'attitude à la vie, une espèce de gourmandise, une espèce d'approche comme ça, d'une forte vitalité, d'un désir du monde. Alors, on va trouver cette première idée, mais on va en trouver une autre, alors qui est absolument étonnante. C'est, il va nous proposer des régimes pour grossir. Parce que ce qui fait problème, c'est à la fois les très très gros, mais c'est, et semble-t-il, ils sont beaucoup plus nombreux, tous ceux qui voudraient grossir. Et à nouveau, on va trouver ici plus de femmes que d'hommes. Et il va nous décrire, nous dresser un portrait de femmes qui, étant trop maigres, perdent toute une partie de leur intérêt, de leur qualité. Et voilà qui nous présente des régimes absolument à éclater de rire aujourd'hui, où il faut rajouter du beurre, rajouter du pain, avoir
un apport calorique très important. Voilà. Et on est dans une vision, 1824, où la nutrition n'est pas encore très organisée, pour le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, ici, je pense qu'on voit apparaître la cohabitation de deux grilles de lecture. Une grille de lecture médicale, il y a bien quelque chose qui apparaît comme légitime, la médecine a bien des choses à dire, et de l'autre côté, une approche en termes d'esthétique et une double division, une division avec des gens qui sont trop gros, et bien, il y a bien une condamnation ou la désignation de quelque chose qui va pas très bien, et puis des gens qui sont trop maigres. Alors, ce que ça nous apprend, c'est que on ne bascule pas, si vous voulez, d'une période où on aurait aimé les gros à une période où on n'aimerait plus les gros. Mais en fin de compte, on a un lent mouvement d'abaissement du seuil de distinction, de différenciation entre le comme il faut et le trop gros. Et on va voir que cette question de l'abaissement, on va la retrouver dans le processus de définition de l'obésité un petit peu plus tard. Alors on va dire c'est au milieu du 19e siècle que la médicalisation va se déployer, et je vais retenir quelques dates comme ça. 1821, on a Marie-Joseph Allard qui va s'intéresser à la localisation de l'obésité. C'est-à-dire, la médecine va faire des progrès considérables à partir du moment où elle va localiser les pathologies, c'est-à-dire les situer dans l'organisme. Les situant dans l'organisme, elles prennent place dans un schéma fonctionnel et dans un schéma à la fois structurel, la structure et les organes qui organisent le corps, et puis la pathologie va prendre place à l'intérieur du fonctionnement même des organes et de leurs interactions. Et donc, il va être le premier à proposer d'identifier l'obésité comme une pathologie du tissu adipeux. Et à partir de là, on va voir effectivement un mouvement qui va amener différentes spécialités de la médecine à regarder l'obésité comme des dysfonctionnements d'un certain nombre d'éléments. Alors, ça peut être des dysfonctionnements de type psychologique, ça peut être des dysfonctionnements de type génétique, ça peut être des fonctionnements de type nutritionnel, etc. Mais on va avoir donc un phénomène de localisation. Le deuxième facteur qui accompagne les progrès de la médecine au XIXe siècle, c'est, et même au début, même durant le XXe, c'est une grande constante, c'est le basculement d'une définition des pathologies de type qualitative à une définition quantitative qui va permettre de mettre en place toute une batterie d'indicateurs qui désigneront à la fois des facteurs de risque et des moments où l'intervention va apparaître comme nécessaire. Et l'obésité ne va pas échapper à ce phénomène. On va passer tout au long de l'histoire qu'on va parcourir d'une obésité définie de façon qualitative comme un excès de masse grasse à l'intérieur de l'organisme qui a des conséquences négatives pour la santé. Ça, c'est la définition qualitative, à une définition quantitative qui va chercher dans un certain nombre d'indicateurs, et notamment dans l'indice de masse corporelle, une définition particulière. L'obésité, eh bien, ça va être lorsque le BMI est égal ou supérieur à 30. Basculement du qualitatif au quantitatif. Alors, poursuivons un petit peu ces étapes et essayons de voir comment ce phénomène de localisation et ce phénomène de définition de l'obésité va se déployer. Voilà, il est possible de repérer 3 grandes étapes dans la pensée médicale sur l'obésité. Une première étape va consister à placer l'obésité dans des systèmes classificatoires, des pathologies, et les premiers qui vont s'y atteler, ça va être les psychiatres.
Et ils vont définir l'obésité à la fois comme une monstruosité. Alors, n'attachons pas le poids de la signification négative, des connotations négatives que ce terme a pris aujourd'hui. Dans la nosographie, c'est des anormalités. Hein. Donc, première lecture, on essaye de trouver une place dans les nosographies qui sont existantes pour l'obésité. La deuxième étape va consister à déployer un schéma causaliste. Et là, on peut dire que c'est le vrai moment d'une scientifisation de l'obésité. C'est-à-dire qu'à la fois, on va chercher à localiser et on va chercher à identifier des causes. Une fois les causes identifiées, on ambitionne des traitements et également des politiques de prévention. Puis la troisième étape, grosso modo dans la deuxième partie du XXe siècle, eh bien on va avoir ici une expansion de la thématique de l'obésité dans les différentes spécialités de la médecine. C'est-à-dire qu'on va avoir un très grand nombre de spécialités qui vont regarder cette question et dire ben, nous avons, avec notre grille de lecture, notre cadrage épistémologique, des choses à dire et des choses à faire pour soigner et prévenir la question de l'obésité. Ces trois étapes sont importantes. On va dire que la fin du 19e et le début du 20e, c'est le déploiement de cette pensée causaliste. Et puis, on va avoir ensuite une montée en charge de cette question, la nutrition, la psychiatrie, la génétique, la chirurgie, autant de spécialités qui vont proposer des grilles de lecture médicales pour l'obésité. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de... Étonnant, pas tellement. Ce qui va se passer à partir de cette période-là, c'est qu'on va avoir une institutionnalisation de l'obésité comme phénomène médical. C'est-à-dire qu'on va avoir se créer, et je pense que c'est en 1966, l'Association for the Study of Obesity, qui est l'association internationale. Alors il y a eu quelques essais auparavant, mais ça va très bien fonctionner. Et 66, c'est vraiment le moment où s'institutionnalise. Il y a une quinzaine de pays qui vont y participer. Puis on va avoir des journaux journaux scientifiques qui vont se mettre en place avec pour objectif de publier les recherches et les cas cliniques, les avancées des connaissances en matière d'obésité. 1974, premier congrès mondial de l'obésité, et on pourrait dire un autre point de bascule très très important, c'est la fin des années 90. Plusieurs phénomènes vont avoir lieu. Dans la fin des années 90, on va avoir une montée en charge des solutions médicales. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs stratégies qui vont arriver à maturité. Alors il y a la stratégie qui consiste à créer des leurres pour qu'une partie, notamment de la partie la plus énergétique du bol alimentaire, les matières grasses, puissent ne pas être absorbées, c'est-à-dire qu'il va y avoir des molécules qui vont leurrer les dispositifs d'absorption, et une partie va rester dans le bol alimentaire et va être évacuée. C'est l'Orlisat, ici, qui va travailler sur cette stratégie avec des investissements absolument colossaux de la part des industriels. C'est par exemple le Xénical de Roche, et ça constitue à ce moment-là de très gros investissements depuis plusieurs dizaines d'années pour en arriver aux autorisations de mise sur le marché. Et puis, il y a d'autres stratégies qui travaillent sur la diminution de la sensation de faim et la régulation, on va dire, du comportement alimentaire. Dans les années 90,
le monde médical a le sentiment d'arriver à une étape de maturité de cette question, avec des solutions qui apparaissent, des solutions médicamenteuses. Il y en a plusieurs, et elles suscitent de très forts espoirs. Très forts espoirs, et dans la stratégie habituelle de l'industrie pharmaceutique, qui consiste à bien visibiliser le problème, de façon à négocier comme il le faut avec les assurances et les autorités, le remboursement de leurs produits. On visibilise le problème, puis on amène la solution et on montre comment on économisera en utilisant ces produits un certain nombre de dépenses de santé. Et donc il y a une discussion là qui s'opère entre industriels et autorités de santé nationales et assurances. Le problème, c'est que ça ne va pas fonctionner et qu'on aura bien les autorisations de mise sur le marché, mais qu'assez vite des effets secondaires vont apparaître et aux États-Unis et en Europe, ces produits vont être retirés. Alors, il s'agit du Xenical et de l'Orlisat principalement. Ils vont être retirés et on va se retrouver dans une drôle de situation parce que ces industriels vont soutenir le développement de l'activité scientifique de façon importante en finançant des études épidémiologiques pour visibiliser la question de la prévalence de l'obésité, en soutenant la création de comités, l'International Obesity Task Force, par exemple. Et à l'intérieur de ces comités, il y a un mouvement qui consiste à réfléchir à la façon de mesurer l'obésité. Vous vous rappelez de comment passer du qualitatif au quantitatif. Et là, il y a de longs débats qui ont eu lieu sur la façon de mesurer l'obésité. Fallait-il utiliser le tour de taille, le rapport taille sur hanche, les plis adipeux, l'indice de masse corporelle avec le poids sur la taille au carré ou la taille au cube. Voilà, il y a toute une série de réflexions. Et puis, à un moment donné, donc, on va décider d'utiliser le BMI, qui apparaît comme un des bons prédicteurs de la masse grasse à l'échelle des populations. Et donc, on va avoir une première définition des frontières entre les catégories. L'approche épidémiologique montre un développement des facteurs de risque selon une courbe en J, c'est-à-dire lorsqu'on est dans les corpulences les plus basses, on a un facteur de risque qui est un peu élevé, puis il baisse et il monte alors de façon assez forte et de façon très forte ensuite. Et donc on a une phase plateau en bas qui va être identifiée comme la phase où il y a le moins de risques et donc celle qui serait préférable. Et donc on a ici des discussions qui vont avoir lieu sur les points d'inflexion. Le sous-poids, le poids normal, le surpoids, l'obésité sévère.